Je dois dire que j'ai beaucoup d'appréhension. Vous m'avez vu hier, maintenant il y a quelques jours, où j'ai fait, au nom d'Aide Transparence, une déclaration demandant au chef de l'État de surseoir à son projet de réforme constitutionnelle. Pourquoi ? Parce que ce projet de réforme, vous le voyez vous-même, a soulevé beaucoup de vagues. Il a été entièrement rejeté, je crois, par une très grande partie de la population, en tout cas, si l'on en juge par le nombre de juristes, par les organisations de la société civile, par l'ensemble des partis de l'opposition et tous les autres partis qui ne sont pas dans la mouvance professionnelle, présidentielle, etc., on peut estimer que véritablement les objectifs qui étaient recherchés par le chef de l'État ne pourront jamais être atteints, n'est-ce pas, dans des circonstances comme celle-ci. Deuxièmement, du point de vue de l'environnement dans lequel nous évoluons, on ne peut pas engager une réforme quand certains sont en prison, cependant que d'autres sont poursuivis et que d'autres font l'objet. Au passage, je signale que c'est un incident malheureux que d'avoir été dans les locaux de Walfadjri pour demander des éléments relatifs à une interview. Je crois que là, on est en plein dans la violation de la liberté d'expression. L'État doit avoir des moyens propres pour enquêter sur des choses qui auraient été dites. Mais je crois que commencer à faire la chasse aux sorcières, à arrêter les gens, à les convoquer à la DIC, il faut que ça cesse. Il faut absolument apaiser le champ avant de pouvoir discuter. Or, les gens ne sont même plus dans une position de discuter. Et personnellement, j'ai dit que j'allais voter non pour cet appel à la révision constitutionnelle et appeler tous ceux qui pourront m'entendre, que je pourrai contacter, à voter non. Et cet appel au dialogue lancé par le chef de l'État, est-ce qu'il est opportun ? Non seulement il n'est pas opportun, mais en plus ça correspond à rien du tout. Parce qu'au moment où il appelle au dialogue, il maintient sa décision d'aller au référendum, premièrement, et il a commencé depuis très longtemps sa campagne, n'est-ce pas, en faveur du oui pour ce référendum-là. Il a commencé à aller dans tout le Sénégal, ainsi que au niveau des chefferies traditionnelles et religieuses. Par conséquent, on peut estimer qu'il a bel et bien l'intention de tenir ce référendum. Et donc, c'est ça qui est dommage. Il ne nous laisse pas d'autre choix que de voter non. C'est un non de défiance, mais également c'est un non parce que lorsque vous auriez voté oui, vous alliez voter un certain nombre de dispositions sur lesquelles vous êtes fondamentalement pas d'accord du tout. Et donc je crois qu'il y a l'un des experts constitutionnalistes qui a dit que c'était presque un non-choix et que ce référendum n'a aucun objet. Vraiment, on aurait pu faire l'économie de dépenser autant de milliards. D'ailleurs, je me demande, il faut qu'on clarifie cela. Oui. Il faut que l'État nous dise où est-ce qu'il est en train de puiser les fonds pour pouvoir organiser ces élections, de sorte que tout le monde sache où est-ce que cela a été pris. Et que, deuxièmement, véritablement, est-ce que les moyens de propagande qui sont utilisés actuellement pour de oui, etc., sont des moyens de propagande de l'État ou du parti? Il faut clarifier cela. Et quels sont les moyens mis de façon concomitante à la disposition de l'opposition, à la disposition de toutes les autres parties prenantes pour pouvoir faire une campagne du même ordre et sur le même pied que le parti au pouvoir. Ne provient-il pas de la non-réduction du mandat? Comment? Ce non massif qui se dessine, est-ce qu'il ne provient pas de la non-réduction du mandat présidentiel? Voilà, c'est un point, ça a été le point d'orgue, c'est celui qui a le plus attiré l'attention. Je dois signaler d'ailleurs qu'à juste raison, les gens ont dit ce qui définit un individu dans notre culture, c'est la parole donnée. La parole donnée est sacrée. On ne revient jamais là-dessus. Et donc le fait que le président de la République ait attendu 4 longues années, nous faisant croire, comme il l'a répété partout devant des chefs d'État étrangers, qu'il allait, vaille que vaille, quoi qu'il arrive, qu'il allait faire en sorte que son mandat soit un mandat de 5 ans. Et
pour, au finish, nous donner cette nouvelle que le Conseil constitutionnel lui aurait donné un avis ou une décision, peu importe ce soit un avis ou une décision. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que la Constitution ne place pas le chef de l'État en suggestion par rapport au Conseil constitutionnel, qui, au demeurant, ne lui a pas fait d'injonction de tenir compte de son avis. Il a donné un avis. Mais par contre, le chef de l'État avait parfaitement la latitude de contacter l'Assemblée nationale. Ne trouvez-vous pas que le manifeste signé par 45 docteurs et agrégés en droit clôt ce débat sur l'avis ou bien la décision du Mais bien entendu, parce que vous avez parmi ces signataires des professeurs agrégés, vous avez en tout cas des gens qui ont une très bonne connaissance du droit. Mais je voudrais en profiter d'ailleurs pour dire que cette discussion sur la Constitution, ce n'est pas une affaire de spécialistes. Ça n'a jamais été une affaire de spécialistes. Prenez la Constitution des États-Unis, celle de la France, celle de toutes les grandes puissances qui aujourd'hui sont nommées comme étant des démocraties respectables. Vous n'y verrez jamais vraiment qu'essentiellement des juristes ou des constitutionnalistes. Il y en a, mais vous verrez surtout des gens qui sont des universitaires, d'autres qui sont des carpentiers même, d'autres qui sont animés par ce désir véritablement de donner le meilleur d'eux-mêmes à la nation à laquelle ils appartiennent. Et donc, le droit constitutionnel, c'est essentiellement un dialogue politique au niveau national. Ce n'est rien d'autre. Ce n'est pas une affaire technique, ce n'est pas une affaire de jargon, ce n'est pas une affaire de spécialistes, aussi futés soit-il. C'est une affaire du peuple souverain.